Lorsque vous avez un bien qui valait 100 et que vous le vendez 80, tout le monde vous dit j'ai perdu de l'argent. Vous n'avez pas perdu d'argent. Si cet argent, vous l'utilisez dans plus de 80% des cas pour acheter une chose, vous allez racheter 80 ce que vous auriez acheté 100. Absolument. Donc vous n'avez pas perdu d'argent. Ça va être une année, je suis pas seul à le penser, quoi sur toi. Je pense que ça va être une année extraordinairement favorable. Je pense que c'est une année où il faut acheter. Bon, bonjour Arnaud, bonjour Benjamin, bienvenue Arnaud dans nos locaux. Des secrets de l'IMO. Écoute, on enregistre un petit peu cet épisode. L'idée, c'était un petit peu de discuter avec toi, que tu nous racontes un peu ton profil, ton parcours, comment on s'est rencontrés et ce que tu fais aujourd'hui, parce que j'ai pas mal de choses ont évolué. Et du coup, voilà, l'idée, c'est d'en savoir un petit peu plus. Et puis, on lancera la discussion à partir de là, si tu veux bien. Bon, il y a plusieurs questions. Première question, qui je suis? Donc, moi, Arnaud Brun, je suis dirigeant d'une société aujourd'hui, une foncière qui porte mon nom, qui est spécialisée dans l'achat de biens à usage d'habitation exclusivement sur l'ensemble du territoire français. On est plus en province, on est dans une vingtaine de villes aujourd'hui. Quand je dis on, c'est mon épouse et moi, parce qu'on est deux associés de cette foncière. Le parcours, brièvement, donc moi j'étais notaire. J'ai exercé pendant une petite vingtaine d'années. D'abord, j'étais clerc de notaire à Paris dans le 8e, essentiellement. Et ensuite... le parcours d'excellence. Je sais pas, mais en tout cas, dans un cabinet. Et puis ensuite, je me suis installé dans l'Oise en 2015. J'ai exercé pendant un peu moins de 8 ans. Ça, c'est un vrai choix de partir de Paris pour la province. Alors à l'époque, il n'y avait pas la loi croissance, c'était au milieu de la croissance. Et donc, pour s'installer notaire, on ne s'installait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Et donc, c'était une opportunité qui s'est présentée et j'étais ravi effectivement de m'installer là-bas. Mon épouse était originaire déjà historiquement là-bas. D'accord. Donc, on est parti s'installer à Beauvais dans l'Oise en 2015. Et assez vite, voilà, on a profité effectivement d'une période assez faste pour le notariat. Et j'ai vendu mon étude en 2023, l'année dernière, il y a un peu moins d'un an, c'était au printemps dernier, pour pouvoir effectivement me consacrer maintenant à ma nouvelle activité qui prend 100% de mon temps, qui est celle d'investisseur. Et donc je travaille pour ma société, la Foncière Brun, SAS. Et puis parallèlement, j'ai exercé certaines fonctions représentatives dans l'activité notariale, puisque j'étais président de ma région. D'accord. J'ai été président de mon département, ensuite j'étais président effectivement de la cour d'appel d'Amiens. Et puis parallèlement, je continue à donner des cours à la fac, puisque j'enseigne également à la fac de droit, en 5e année et en 3e année. Super. Pour le parcours brillant. Effectivement, un parcours riche, ouais, tout à fait. Alors on s'est rencontrés dans un dossier, j'étais pas votre notaire. Non, absolument. J'exerçais depuis pas longtemps, et c'est vrai que ça a tout de suite matché. C'était en 2016-2017, quelque chose comme ça. Exactement, on s'est rencontrés tous les trois la première fois. Et donc j'étais le notaire d'une famille de Beauvais, vous achetiez avec vos clients là-bas. Et puis c'est vrai que très vite on a matché ensemble, on a souhaité travailler ensemble. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous, parce qu'on a travaillé un peu partout, jusqu'à, bref, je cesse mon activité. Mais c'est sur un dossier en fait, j'ai acheté un immeuble entier, voilà, ils sont très bien. Et vous aviez des questions un peu différentes, je trouvais, effectivement. Puis comme moi ça me passionnait aussi déjà un peu, au-delà du notariat, j'aime beaucoup ça. On avait beaucoup de sujets communs, donc on a travaillé ensemble longtemps. Mais c'est vrai que pour nous, c'était aussi un peu la première fois qu'on rencontrait un notaire jeune, dynamique, avec une vision un petit peu différente de d'habitude. Et donc forcément, on a cherché à creuser cette relation et on a bien fait parce qu'aujourd'hui, on est là tout autour de la table. Et, on a gardé le contact. Exactement. Alors jeune, ouais, c'est une profession qui s'est beaucoup rajeunite. Ça c'est vrai, hein, historiquement, bon, voilà, le notariat était plutôt une profession masculine et à un certain âge, ce n'est plus le cas du tout. Voilà, notamment à travers les différentes réformes. J'ai évoqué tout à l'heure la croissance. C'est une profession qui est beaucoup plus féminine et qui est beaucoup plus jeune. Ouais. Mais bon, voilà, en tout cas, effectivement, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tout à fait. Et du coup, pour en dire un petit peu plus, pour en revenir sur ton expérience en tant que notaire, moi, je me rappelle de nos premières discussions où tu nous disais qu'effectivement, tu te tenais à l'écart des investissements immobiliers. Particulièrement dans mon secteur. Je Ouais. suis toujours interdit. Je commence à acheter dans mon secteur. Alors, je présidais la discipline de la déontologie que j'enseigne. Donc, tu as un devoir d'exemplarité. Et je ne souhaitais pas, effectivement, acheter dans mon secteur pour des raisons de conflit d'intérêts, tout simplement. Alors, il n'y a pas de règles légales qui interdisent d'acheter dans ton secteur, c'est tout à fait légal. Bien sûr. Mais c'est de l'éthique. À titre personnel, c'est une éthique personnelle que je me suis toujours appliquée jusqu'au jour où j'ai vendu. Et là, évidemment, j'ai le droit d'acheter dans mon secteur. Mais je ne voulais pas, effectivement, tu as tout à fait raison. Alors, j'allais dans d'autres secteurs, et donc, je vous posais des questions. C'est ça. En Sauvabre, Exactement. par exemple, une ville qui m'est chère. On avait pas mal discuté parce que je voyais que vous investissiez là-bas. Et aujourd'hui, le retour, c'est que voilà, on est très satisfait d'avoir investi dans cette ville et d'autres secteurs. Il n'y a pas que le Havre, on voit une vingtaine de villes.
aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça permettait, je dirais, de regarder là où les autres ne regardent pas. Je dirais que c'est peut-être la règle d'or de l'investisseur. Là, c'est pas le notaire qui parle, c'est plus l'investisseur. À partir du moment où vous regardez là où tout le monde regarde, C'est trop tard. je pense, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est trop tard. Je pense qu'à partir du moment où vous regardez des secteurs géographiques, il ne faut pas y aller pour y aller, il faut le sentir. Il faut se placer, il faut se renseigner, il faut travailler. Mais le préalable, c'est quand même de regarder là où les autres ne regardent pas. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous, Ouais. vous avez souvent fait ça. C'est ce qu'on a toujours dit, c'est avoir un coup d'avance. Je pense. Au moins un. Oui, non, mais c'est ça. Il y avait des villes dans lesquelles on allait ensemble et tout. Moi, j'étais là. Puis en fait, tu te dis, mais c'est vachement sympa. Enfin, t'avais des espèces. Mais oui, il y a beaucoup de préjugés. Ouais, Il c'est y a ça. beaucoup de préjugés, absolument. Passer les a priori, aller voir la ville, rencontrer les gens, les acteurs, les mairies, etc. C'est essentiel. C'est tout à Ouais. fait ce qu'on fait. Ouais. Ça, alors, bien évidemment, comme vous, les statistiques, parce que c'est quand même une vraie démarche intellectuelle. Il y a une vraie formule mathématique sur la démographie, sur les secteurs qui gagnent des habitants. Tous les chiffres sont sur- disponibles en plus. Exactement. Extrêmement facile. C'est des chances de la France. Hein. Ouais, tout à fait. Les secteurs où il faut reconnaître, le vrai sujet, c'est où on loue très bien. Ouais, bien sûr. Parce qu'aller dans des secteurs où vous achetez très cher et vous ne louez pas cher, ou des secteurs où il n'y a pas beaucoup de demandes locatives, Ça peut ça d'intérêt. présente très peu d'intérêt. Donc c'est tout un travail mathématique que vous connaissez, qu'on implique au quotidien. C'est assez passionnant, mais comme tu dis Benjamin, je pense à des villes, je ne vais pas les citer, sauf si vous voulez, où tous les chiffres sont verts, et tu y vas et tu dis non, je ne sens pas. Ouais. Je ne sens pas une grosse demande locative. par Exactement. Ouais. exemple. J'ai une ville en tête, on y est allé, et finalement, c'est pas cette ville, c'était une ville pas loin où il fallait investir. Moi, je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat. J'imagine très bien ce que les gens vont dire. T'étais notaire, c'est facile pour toi de faire de l'investissement. Alors, pas du tout. Moi, j'ai jamais acheté de mes clients. J'ai jamais acheté dans mon secteur. Quand je dis mon secteur, c'était même ma région, en fait. Hein. Ouais. Donc, c'est plus que mon secteur. Hein. Ouais. Mais je te l'ai expliqué. Je présidais ma région, donc je présidais la discipline, la déontologie. Tu peux pas avoir cette légitimité si toi-même, tu n'es pas exemplaire. Bien sûr. C'est évident. Donc, j'allais dans d'autres régions. Hein. Comme je t'ai dit, j'exerçais à Beauvais. Donc, typiquement, Le Havre. C'était loin. Oui, puis il n'y avait pas de connexion. J'aurais jamais fait à travers un dossier. Donc, tu as raison, le raccourci rapide pourrait être de dire je profite du bénéfice d'avoir une activité professionnelle qui est extraordinairement cuisine avec l'investissement immobilier et j'en tire des profits personnels. Ça n'a jamais été le cas. Les bonnes affaires, il n'y a pas forcément besoin, bien au contraire, d'être localement présent. Ce que tu dis est très vrai, c'est que le marché de l'immobilier, comparé à d'autres classes d'actifs d'investissement, le marché n'est pas parfait. Et il y a beaucoup d'anomalies. Et c'est ce qui nous permet, nous, en tant qu'investisseurs, de faire cette étude pour savoir effectivement où sont ces anomalies et du coup de profiter de ça pour améliorer un maximum le rendement tout en gardant un niveau de risque qui est complètement maîtrisé et sans s'exposer outre mesure. Nous, aujourd'hui, on s'est recentré effectivement sur l'Île-de-France. À l'époque où on t'avait connu, on investissait en province. Là, on s'est recentré sur l'Île-de-France. Mais même au sein de la région Île-de-France, il y a beaucoup de villes qui sont encore aujourd'hui des anomalies où tu vois qu'on a une tension locative qui est quasiment similaire à celle qu'on peut connaître à Paris, mais avec des prix qui sont beaucoup plus bas. Moi, je pense notamment à la ville d'Ivry-sur-Seine, moi à laquelle je crois très fortement, qui est la plus grosse réserve foncière. C'est une ville qui est limitrophe à Paris. Bien sûr. On est sur des prix qui sont 2 à 3 fois moins chers que Paris. Pourquoi ? C'est encore une anomalie de marché. Ça va s'effacer, se gommer dans le temps. Mais aujourd'hui, il y a encore de très bons coups à faire. Je ne cite pas toutes les villes, mais effectivement, l'avantage de l'immobilier, c'est qu'on a encore ces anomalies-là et du coup, des bons coups à faire en tant qu'investisseur Tu as immo. totalement raison, parce que contrairement, si je peux me permettre, contrairement aux produits financiers habituels, la pierre en France recèle quand même un vrai critère d'affection. C'est-à-dire, il y a un côté très affectif. C'est-à-dire que concrètement, les Français, contrairement aux Nord-Américains par exemple, ont un rapport à l'habitation qui est plein d'affect. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, les gens déménagent beaucoup plus facilement, etc. Oui, c'est un produit de Nous, la consommation bouffe, là-bas. Exactement. Nous, pas vraiment. Donc, comme on a un affect, on a une subjectivité sur le bien qui est le nôtre. Concrètement, achète un bien d'une famille depuis toujours, ils sont persuadés que ça vaut plus. Pas parce que ça les vaut plus objectivement, parce que ça les vaut plus subjectivement. Exactement. Donc, c'est à l'origine de ces anomalies que tu évoques. Moi, je partage totalement ton analyse. D'ailleurs, c'est la base de la réflexion de notre société. Je parle de la foncière brun. C'est qu'effectivement, on est à la recherche de ces niches et de secteurs géographiques dans lesquels on perçoit bien que ces anomalies vont être propices à l'investissement. Tout comme il y a des secteurs où c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Prenons un exemple tout bête. Globalement, les secteurs, on va dire limitrophes, les zones balnéaires, hein, vous avez des secteurs qui sont extrêmement chers à l'achat, alors que le service local, la spécificité quand même de la France, je parle de la France là,
c'est quand même d'avoir globalement des petites villes, des petits ports de pêche, des petites villes au bord de mer, d'accord? Avec très peu de services intellectuels, très peu de services culturels, très peu de services hospitaliers, et pour autant, dans ces toutes petites villes, je parle même pas hors saison, c'est minuscule, pour pas dire désert, vous avez un prix d'achat qui est complètement corrélé à de l'affect. J'ai la mer, j'ai la montagne, donc j'y vais. Oui, mais une fois que tu es hors saison, est-ce que tu as un médecin? Est-ce que tu as un hôpital? Est-ce que tu as un théâtre? Vous comprenez ce que je veux dire? On Donc, sort c'est du rationnel. Mais totalement. Et donc, ça c'est l'exemple inverse. Vous avez des anomalies peu positives pour l'investisseur, de mon point de vue. Après, chacun a sa stratégie. Mais je partage ton regard. Et vous avez d'autres choses, où là vous avez tous les services, des villes qui sont peut-être un peu moins attractives sur le papier, avec des préjugés, et qui en réalité sont des pépites, hein, et qui vont progressivement. J'évoquais Le Havre, mais c'est une ville qui a un énorme prix de valeur, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Alors que tout le monde se casse la gueule. Ouais. Bon, donc c'est exactement l'exemple inverse, je dirais de la symétrie, et donc je partage ce terme d'anomalie. Et c'est ça qui est intéressant, si on a une vision universitaire, une vision mathématique, tout en étant, tu l'as dit, corroborée par du présentiel, il faut discuter, voir, sentir, bon, on les sent pas, hein, voilà, eh bien, vous pouvez faire des choses extrêmement intéressantes. Absolument. Moi, je suis pas partisan, effectivement, de l'investissement immobilier que sur papier, effectivement. Donc, on fait notre analyse et puis on investit parce qu'on a fait cette analyse. Non. Il faut la faire. C'est un prérequis qui est obligatoire aujourd'hui. Mais derrière, effectivement, il faut aller sur le terrain. Ça reste un investissement qu'on peut toucher, la pierre. Et donc, du coup, il faut aller sur place, il faut palper, il faut sentir, il faut parler aux gens. Et tout ça, effectivement, permet de définir derrière un bon investissement. Et sentir la dynamique. C'est-à-dire qu'il faut être dans des territoires. Prenons l'exemple de Dijon, qui est une ville qui a mes faveurs, dans laquelle j'ai pas mal investi, dans laquelle je crois beaucoup. C'est, quoi qu'on en dise, une ville extraordinairement dynamique, qui est devenue également capitale de région. La question aussi de la présence de capital, on va dire administrative, type préfecture, etc., c'est important. Parce que vous avez un bassin d'emploi, un bassin de vie qui est assuré. Il y a tout un tas de choses à prendre en compte, mais il est évident que, je le disais tout à l'heure, c'était la ville de Metz, par exemple, où je suis allé, qui est une ville très belle, c'est charmant. Mais personnellement, j'investirais plus à Nancy, qui est pas loin, mais où je crois qu'il y a plus de dynamisme, de demande, effectivement, notamment locative, etc. Non pas que Metz n'est pas charmant, Metz est charmant, mais il y a des secteurs où vous avez plus de propriétaires. Il y a des secteurs, prenons Lille, tout le monde va taper sur Internet le nombre de locataires, c'est au moins 80%, je crois, de locataires. C'est colossal. Bien sûr. Énorme. Et donc, si tu as beaucoup de locataires, c'est que tu as une demande locative. Vous voyez, donc, si tu es à Metz et que les gens sont un petit peu plus propriétaires qu'ailleurs, tu as moins de demande, donc tu vas louer moins cher, la rentabilité, parce que ça reste quand même un sujet de rentabilité. Tout ça. Et donc, c'est pas, voilà, Nancy serait plus, effectivement, avec plus les faveurs, alors que sur le papier, tu as tout à fait raison. J'étais plutôt sur Metz, moi, j'allais plutôt voir Metz. Ouais. Mais effectivement, On avait pris l'hôtel à Metz, tu vois. ça c'est un point important. Effectivement, il faut être en mesure de savoir corréler le revenu moyen, le prix de l'immobilier, parce qu'il y a un moment, effectivement, si le prix est bas et que les revenus sont élevés, c'est plus intéressant d'acheter sa résidence principale plutôt que de louer. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que l'avantage de secteur, ce qu'on veut, c'est avoir des bons locataires. Un bon locataire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui te paie son loyer. On peut te raconter toutes les théories de l'univers, c'est quelqu'un qui te paie ton loyer. Et qui a les moyens de le payer. Bien sûr, sinon tu ne prends pas. Mais tu as des secteurs où l'immobilier, tu as tout à fait raison, est tellement attractif en termes de prix d'achat que finalement, ce locataire que tu aurais ailleurs devient acquéreur. Et donc lui, il disparaît du spectre locatif. Et ça, il faut aller sur place pour le voir. Il faut regarder, comme tu dis, il faut rentrer dans les agences, il faut discuter avec tout le monde, ressentir. Si on repart sur un spectre un peu plus macro, comment toi, tu as pu voir depuis que tu as commencé à ouvrir ton étude, le marché de l'immobilier évoluer entre du coup, les années 2015 à aujourd'hui? Et pour toi, aujourd'hui, quelle est, selon toi, la tendance du marché? Est-ce que c'est propice à de l'investissement? Alors oui, un grand oui. Je pense que l'année 2024 va être une année historiquement intéressante pour les investisseurs. D'abord, première raison, parce qu'un investisseur, s'il est intelligent, il sait que son affaire se fait sur le prix d'achat. Dans l'immobilier, c'est au prix d'achat que se fait. Vous avez eu, avant qu'il y ait des baisses de prix, vous avez toujours des baisses de volume. Donc la baisse de, c'est mathématique, hein. La baisse de volume est très présente fin 2020, on va dire deuxième semestre 2023, et donc 2024 c'est une année de baisse de prix. Un investisseur, déjà, première chose intéressante, au-delà du fait que les taux d'intérêt vont être encore plus intéressants qu'ils ne le sont aujourd'hui, le prix d'achat va baisser. Ce que j'ai pu voir, moi, sur le début de mon exercice aujourd'hui, je dirais deux choses, mais c'est un peu la société. Hein. J'ai découvert, notamment vous, mais des gens beaucoup plus compétents, beaucoup plus dans la réflexion, beaucoup plus dans l'analyse, beaucoup plus de profondeur, qui n'existaient pas trop, je dirais, dans ce monde de l'immobilier, qui était un peu un monde
je dirais, polarisé par des gens extrêmement intéressants, mais plutôt tous la même typologie, plutôt des commerciaux, des commerciaux de l'immobilier. Il n'y avait pas tellement des gens de profil Sciences Po, Assas ou HEC, enfin ce qu'on est nous. On s'intéressait moins à cette matière-là, je ne sais pas pourquoi. Donc une montée en garde de certains professionnels. Et puis quand même, comme ça a été un peu l'Eldorado, beaucoup de mandataires, beaucoup de gens extrêmement peu qualifiés sur ces sujets, opportunistes, qui se sont dit, ils ont surfé pendant 5-10 ans sur une période extrêmement faste. Bon, ils vont tous repartir. Donc, pour répondre à ta question en une phrase, un secteur, je pense, l'investissement aujourd'hui est un investissement qui ne va être que plus intéressant. Parce que les prix plus bas. Et puis pour ce qui est des acteurs de l'immobilier, je dirais qu'il va y avoir une énorme sélection. Ouais. Comme dans toutes les périodes de crise, et ceux qui sont très bons vont s'en sortir, et ceux qui le sont moins ne s'en sortiront pas. Ah bah on le voit, effectivement, il y a le nombre d'agences immobilières déjà qui ferment, il y a des entreprises qui gravitent autour de ce milieu-là, qui effectivement commencent à être dans des situations... C'est assez grave, mais effectivement. Bon, du côté de ta question, c'était du côté de l'investisseur et la tendance, moi je pense que 2024 va être une année historiquement bonne pour les investisseurs. Alors, faut-il être finançable ? C'est ça. Tu disais, donc, baisse des volumes, ça amène une baisse de prix, Oui. mais du coup, potentiellement... Tu n'as jamais de baisse de prix d'un seul coup. Ouais. L'immobilier, toujours pour toi, ce côté affect que tu n'as pas dans la bourse d'action XY, elles peuvent monter, baisser au gré de l'offre et de la demande. Dans l'immobilier, tu as toujours cette période de latence liée à l'affect. Ouais. Mais du coup, là, les gens vont se dire, bah, je ne vais pas vendre, j'attends que ça remonte, et je vendrai à ce moment-là, je ne veux pas perdre d'argent. Alors, c'est ce qui se passe depuis 6 mois, 1 an. Au bout d'un moment, tu es contraint quand même d'être en corrélation avec la réalité du marché. Ça ne remontera pas. En tout cas, pas maintenant. Oui. Pas à court terme. Pas à court terme. Je ne pense pas à moyen terme non plus. Mais en tout cas, ça ne remontera pas à court terme, c'est certain. Et donc, au bout d'un moment, tu ne vends pas, tu payes le foncier, tu payes des charges. Bon, tout ça, c'est très bien. La plupart du temps, c'est vide. Il va falloir avoir une certaine lucidité sur le marché. Alors moi, ce qui m'étonne beaucoup sur la question de je perds de l'argent, c'est une chose que je ne comprends pas, pourquoi les pouvoirs publics n'expliquent pas ce que je vais vous dire, qui me semble une chose extrêmement évidente, que j'ai vite comprise dans l'exercice de mes fonctions. On parle de marché baissier et de perte d'argent. Il y a beaucoup de gens qui disent « moi, je ne veux pas vendre parce que j'ai peur de l'argent ». Je vais faire un petit rappel très, très court. En France, vous avez plus de 8 opérations sur 10 de vente qui sont vecteurs d'une autre opération d'achat. C'est-à-dire qu'on vend parce qu'on déménage, on vend parce qu'on se sépare, on divorce, tous les événements de la vie, ce qu'on appelle les événements de la vie. Lorsque vous avez un bien qui valait 100 et que vous le vendez 80, tout le monde vous dit j'ai perdu de l'argent. Vous n'avez pas perdu d'argent. Si cet argent, vous l'utilisez dans plus de 80% des cas pour acheter une chose, vous allez racheter 80 ce que vous auriez acheté 100. Absolument. Donc vous n'avez pas perdu d'argent. Ouais. Ce que je ne comprends pas, ce qui est quand même évident, bon, et c'est quand même du BAPA, c'est du niveau CE2. Ouais. Eh bien, vous n'avez pas tellement de professionnels de l'immobilier qui me disent mais mince, en fait. Alors que si on expliquait ça, c'est simplement plein de faire. Il n'y aurait pas de crise. T'expliquais qu'avant une baisse de prix, il y avait forcément une baisse de volume, mais on peut imaginer que les gens ne vont pas vouloir vendre du coup de peur de perdre de l'argent. Alors oui, historiquement, si tu veux, tu n'as jamais, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a toujours ce côté affect. C'est un actif très particulier, la pierre. C'est un actif contrairement aux actions, à papier ou autre. C'est un actif ou des obligations où le côté subjectif se porte systématiquement. Donc c'est plus lent. Ouais. Un article est plus lent. Parce qu'il y a un côté très tangible. Totalement tangible. Donc, avant d'avoir une baisse de prix, tu as systématiquement une baisse de volume. Okay. Les vendeurs vont nécessairement être contraints, j'aurais envie de dire, de comprendre que le marché n'est pas aujourd'hui fait par le vendeur. Le marché s'est retourné. Aujourd'hui, c'est un marché qui est fait par l'acquéreur. Première chose. Deuxième chose, ça fait déjà 6 mois, 1 an qu'ils refusent de vendre. Qu'ils retirent les biens du marché en disant bah non, ça va remonter. Je le dis vite, ça ne va pas remonter. À moyen et à court terme, peut-être à long terme. En tout cas, ça ne va pas remonter. Les prix ne vont pas remonter. Ils ont atteint un pic et là, ils sont plutôt dans une phase descendante. Donc, c'est plutôt intelligent de vendre maintenant et pas trop attendre. Puis, il y a un autre sujet qui, moi, m'interpelle particulièrement. Je n'explique pas que les acteurs, les professionnels, les pouvoirs publics n'exposent pas ce que je vais vous exposer, qui pour moi est une chose de base dans l'immobilier, c'est une des règles de base. Lorsque vous êtes sur un marché qui baisse, il faut savoir qu'en France, lorsque l'on vend, dans plus de 80% des opérations, c'est une vente pour ensuite acheter. D'accord ? Déménagement, séparation, divorce, peu importe les raisons, mais c'est systématiquement ce cas-là. On va dire dans l'immense majorité des cas. Lorsque vous avez un bien qui valait 100 et que vous le revendez dans un marché baissier à 80, tout le monde vous dit « mais j'ai perdu de l'argent ». Vous n'avez pas perdu d'argent. Si vous avez vendu 80, vous allez racheter
80 ce que vous auriez acheté 100. Ouais. Donc vous n'avez pas perdu d'argent. La jouissance est la même. Mais exactement. C'est-à-dire qu'on perd de l'argent lorsqu'on est dans un secteur qui baisse et qu'on achète dans un secteur qui monte. Mais aujourd'hui en France, tout baisse. Donc si vous voulez, ce qui est assez troublant, c'est que ce que je viens de vous dire, pour moi, est une chose évidente. Ouais. Et je ne l'entends, il ne me le dit nulle part. Alors qu'en réalité, si vous évoquiez tout simplement cette chose qui est une simple vérité, vendre moins cher pour ensuite acheter moins cher, vous ne perdez pas d'argent. Eh bien, la confiance serait là. Les vendeurs seraient beaucoup plus enclins à se dire, attendez, je vais arrêter d'être têtu, je vais vendre, puisqu'ensuite, ce que j'achèterais moins cher que si j'avais attendu. Donc dire j'attends, j'attendais quoi? Tant que ça monte. Si vous attendez que ça monte, ce que vous avez acheté va monter également. Exactement, ça marche dans les deux sens. Dans les deux sens. Donc c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours interpellé dans l'exercice de mes fonctions lorsque j'étais notaire. Pas seulement président, lorsque j'étais notaire, je ne comprenais pas ce raisonnement-là que j'évoquais systématiquement. Et en vrai, vous avez complètement raison. C'est évident. Alors ce qui est dommage, c'est que ce ne soit pas quelque chose qu'on entende. Parce que si vous évoquez ça, si les représentants des professions liées à l'immobilier, direct ou indirect, mais pouvoir public l'évoquent, je vais vous dire, les gens vont se dire, oui, il a raison. Qu'est-ce qu'on retient de vendre? Voilà. Bien sûr. Et au même titre, vendre sa résidence principale et dire j'ai fait une plus-value de 100 000 euros, sauf que derrière ces 100 000 euros ils vont être immédiatement consommés, en fait on ne perçoit jamais cette valeur. Tu as tout compris. C'est une plus-value dont on ne bénéficie pas parce qu'on vend plus cher. Alors les gens sont très contents de dire j'ai vendu plus cher que ce que j'ai Oui, c'est une fierté nationale. Parce que si tu as acheté plus cher ce que tu as voulu une pièce tu n'as pas gagné d'argent. Alors dans le respect, j'ai gagné de l'argent. Vous gagnez de l'argent à partir du moment où vous vendez, par exemple. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, c'est une lecture qui est complètement... C'est très étonnant. C'est une lecture de la pierre qui n'est pas du tout la lecture qu'on aurait d'un autre actif financier. Et ce qui explique, je reviens à ce que disait tout à l'heure Swell, ce qui explique d'ailleurs pour des investisseurs que nous sommes, ça nous permet d'avoir effectivement de très belles opportunités. Parce que dès que vous mettez de l'affect dans une activité économique, vous pouvez vous réussir, vous pouvez aussi vous planter. Et bien souvent, vous vous plantez. Donc si vous vous plantez, c'est aussi une terre d'opportunités pour certains qui ne se plantent pas, eux. Tout à fait. Parce que ce mécanisme-là, il est vrai uniquement pour les résidences principales. Dans le cadre de l'investissement, ça ne marche pas. C'est-à-dire que... Et tu peux expliquer du coup Non, moi, ce que je recherche, par exemple, aujourd'hui, vous avez l'immobilier. Vous faites partie des gens qui, comme moi, ont très vite compris qu'on pouvait faire de la rentabilité. Mais jusqu'à peu de temps, la rentabilité n'existait pas dans l'habitation. Pour compléter effectivement ce que tu dis, c'est que la rentabilité, tu l'as évoqué, tu la trouves effectivement en termes de localisation. Mais on la trouve également, et nous c'est beaucoup sur ça qu'on travaille aujourd'hui, c'est sur l'optimisation, que ce soit sur les espaces, sur l'exploitation. Il y a un vrai travail d'ingénierie là-dessus à faire pour améliorer et doper une rentabilité qu'on peut avoir à un endroit donné, là où l'investisseur traditionnel va plutôt partir sur quelque chose de très classique et du coup obtenir la rentabilité en conséquence. Là où nous, dès le début, lors de la qualification d'un bien, on va essayer de voir toutes les pistes d'optimisation possibles, que ce soit d'un point de vue architectural, mais également sur l'exploitation derrière des biens. Aujourd'hui, il y a de la location meublée, il y a de la colocation, il y a pas mal de types d'exploitation qui permettent, sur le même bien placé au même endroit, d'obtenir une rentabilité qui est bien meilleure que ce qu'un investisseur traditionnel peut avoir. Et c'est nouveau, Sway. C'est effectivement ta question, Benjamin. C'est nouveau. C'est un regard financier sur un actif qui était finalement assez peu... qui n'intéressait pas tellement les financiers. C'était plus son bon père de famille, c'était le bon papa immobilier. Mais si on voulait de la rentabilité, si on voulait prendre des risques, on allait sur d'autres types d'actifs. Aujourd'hui, c'est en train de changer, et tant mieux, parce que c'est quand même extraordinairement rassurant lorsqu'on achète de la pierre. Lorsque vous achetez autre chose, il ne peut rien avoir. Au pire, il restera toujours de la pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc c'est assez étonnant que ça ait mis autant de temps. Voilà, je pense qu'on a une réflexion très franco-française. Les anglo-saxons ont une vision beaucoup plus financière. Ça commence, votre raisonnement est un raisonnement qui, moi je comprends parfaitement, qui me semble extrêmement pertinent, mais qui est assez nouveau. Et on voit encore que les institutionnels, notamment, restent assez loin de toute la partie logement. Ils font beaucoup de bureaux, de commerces, d'entrepôts, mais le logement, ils regardent encore ça d'un œil assez lointain. J'ai eu le loisir de discuter avec certains, on va dire, directeurs de très grandes organisations relatives à l'investissement immobilier. Je me demandais pourquoi vous faites du 3,5 risqué sur de la logistique, sur du bureau, de la santé, enfin voilà. Et donc pas l'habitation. Alors je parle de choses en off et je donne aucun nom, mais ce qui m'a systématiquement été répondu entre 15 yeux, c'était c'est trop d'emmerde. C'est de la gestion. Alors ça m'arrange, mais oui, mais tu ne peux pas réussir si il n'y a pas. Bien sûr. Si vous voulez réussir, il faut se bouger un peu. Si vous attendez dans votre fauteuil, il ne se passera pas grand-chose. Bon. Et donc c'est vrai que lorsque j'entends ça, je me dis, attendez, c'est pas possible.
Eh bien si. Alors ils vont pas le dire Ben non. en général, mais gérer des actifs d'habitation fait peur aujourd'hui aux institutions, parce que c'est nouveau aussi, Bien sûr. mais aux investisseurs traditionnels. Mhm. C'est-à-dire que les grands groupes ne sont pas du tout sur ce J'ai territoire. encore eu ce mot-là en fin d'année dernière, il y a 2-3 mois, d'un des responsables de l'investissement du plus gros fonds d'actifs en France, qui m'a dit qu'effectivement, le logement, il ne regarde pas parce que c'est beaucoup de travail sur la gestion, ça les emmerde, et ils préfèrent avoir moins de rentabilité et partir sur des choses sur lesquelles ils ne gèrent strictement rien, plutôt que doper la rentabilité, augmenter, maximiser, mais du coup devoir travailler en face. Et donc on revient à ce qu'on disait en introduction, c'est-à-dire que globalement, dans le business, il y a beaucoup de gens qui refont ce qui a été fait, mais apporter un regard nouveau, apporter une analyse différente, apporter un service différent et nouveau et novateur, globalement, c'est quelque chose d'assez baroque, c'est assez rare. C'est pas quelque chose de fréquent. Donc je pense que nous, depuis toujours, on échange sur nos formules qui sont quand même assez cuisines, des formules mathématiques de nos investissements. Mais moi je vois bien, je sais pas vous, moi je vois que personne ne raisonne comme nous. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Les gens aiment reproduire, quand tu parlais de Nantes, investir à Nantes, à Rennes, Ou à Bordeaux. bon, c'est bien, t'as 20 ans de retard. Quoi. Ouais, c'est ça. Bah c'est ouais, exactement ouais, ça. ouais. Donc après ça va baisser, donc c'est bien, mais ça va redevenir intéressant. Mais je pense qu'effectivement, l'habitation, comme c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne fait pas, on dit que c'est compliqué. Très sincèrement, je ne crois pas que ce soit plus compliqué que des professionnels, hein, ou du commercial, hein, ou de la santé. Enfin, je pense que après c'est mon avis, je pense que c'est une grave erreur. Vous êtes beaucoup plus emmerdé pour des questions de mise en conformité, mise aux normes, de tout ce qui est lié à la santé par exemple. Mais bon, tant mieux. Mais les gens font toujours un peu la même chose. Tu sais. Ouais. Oui, bien sûr. Quand tu as bien quelque sûr. chose de nouveau, je dirais que le critère numéro 1, c'est que les gens, moi, c'est un critère qui m'a toujours porté, lorsque les gens se moquent. Pas une blague. Je dis, bah voilà, moi, alors, je ne dis pas, mais si je t'ai amené à dire, voilà, j'ai investi dans telle ou telle ville, on se moque. Et moi, c'est le critère, je me dis, c'est là où il faut aller. Parce que Exactement. si tout le monde me dit, ah bah non, Faut aller là-bas. c'est super. Je dis, bah non, c'est trop tard. Bah, c'est exactement. Et ce type de bien aussi. C'est exactement nous ce qu'on a vécu il y a quelques années lorsqu'on avait commencé à investir, notamment on prend la ville de Romainville parce que ça c'était assez flagrant. La première fois qu'on a investi à Romainville, je te parle de ça, c'était il y a quasiment 15 ans. Hein. Il fallait visionner. Exactement, on nous riait au nez. Alors, Romainville, mais qu'est-ce que tu vas C'est le foutre là-bas? 93. C'est le 93, c'est le ghetto, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Eh ben, aujourd'hui, tu as la ligne 11 qui t'emmène en 20 minutes à Châtelet. Et c'est une ville qui est devenue de plus en plus bobo. Et on a fait x3 en termes de prix au mètre carré. Ça a Tranquille. explosé. Oui, c'est-à-dire que je dirais que c'est devenu, moi, j'ai commencé en 2019 à investir, donc ça va faire 5 ans, c'est monté très vite. Je dirais qu'effectivement, le critère de la moquerie, pour être courtois, est pour moi presque le critère. C'est un bon baromètre. Ah ouais, c'est un baromètre, c'est-à-dire que t'appelles, voilà, j'ai vu tel bien, etc. Donc ça se passe comme ça. Moi, j'ai des souvenirs, je ne connais pas aucun nom, il n'y a aucune ville, où la personne qui a un agent immobilier se moque un peu de toi. Puis après, elle va taper sur Google, je dis taille. Moi, comme j'étais président dans ma tête partout sur Google et tout, tu sens qu'il y a un grand blanc. Ils ont peut-être vu un truc, il y a peut-être vu un truc que j'ai pas vu. Mais oui, aujourd'hui, je suis très centré sur les petites maisons, voilà, tout simplement parce qu'on s'est adapté à la demande locative. Mais le nombre de biens qu'on achète où les gens ne nous comprennent pas et pensent qu'on se plante, et aujourd'hui, j'ai la faiblesse de penser qu'il n'y a pas un seul bien qu'on n'aurait pas acheté. Alors, tu parlais tout à l'heure d'imposition quasiment confiscatoire, voire confiscatoire. Effectivement, quand on regarde un peu brutalement le sujet, location nue, donc les loyers sont ajoutés aux revenus, après c'est impôt sur le revenu, effectivement, c'est des gros taux d'imposition. Pourquoi tu as structuré ta foncière en SAS? Alors, on était parti au départ, ça c'est grâce à nos conseillers, notre banque. On travaille avec une banque qui s'appelle le Crédit Agricole, qui est une banque dans laquelle on a des rapports qui sont bien au-delà de rapport banque-client, rapport de confiance. Voilà. Et ce sont eux qui nous ont donné beaucoup de confiance. Hein. Lorsqu'on est allé les voir, on avait déjà un certain nombre de biens qui étaient déjà assez significatifs. Et ils nous ont dit non, il ne faut pas faire de SCI classique. Il va falloir viser beaucoup plus haut. Et la SAS va effectivement vous permettre d'avoir des ambitions futures. Aujourd'hui, c'était il y a 6 mois qu'on a créé. Et aujourd'hui, déjà, la SCI serait plus du tout d'actualité parce que la SAS permet effectivement de faire venir des investisseurs. Elle permet de pouvoir viser éventuellement la cotation en bourse. Voilà, elle permet de pouvoir voir certaines choses qui sont des sujets qui probablement se posent déjà pour nous.
Et c'est vrai que donc c'est un moyen qui nous a été plutôt soufflé à l'oreille, pour être très sincère avec toi, par Benjamin Grobet et puis par son équipe, Vincent Brache, Christophe Perrin, enfin toute une équipe autour de nous, Gina Plomet, toute une équipe de gens, si tu veux, il faut savoir s'entourer. Il faut savoir, t'as beau être notaire, t'as beau être prof à la fac, t'as beau avoir des compétences, il y a plein de sujets que tu maîtrises pas, tu parles de fiscalité, oui, mais ensuite, le moyen de transport, moi j'avais pas vu de clients qui faisaient ça, à part vous, où on a vraiment tout de suite échangé sur ces sujets. Je trouve que globalement, les gens refont tout ce qui a déjà été fait pendant 40 ans. Donc la SAS, ça nous a été soufflé pour pouvoir effectivement, à l'oreille par Benjamin Grobet et son équipe, enfin tous ces d'autres directeurs de Crédit Agricole, dans l'idée effectivement de pouvoir avoir des étapes futures dans lesquelles on est déjà un petit peu, pour être très sincère avec toi, c'est aller beaucoup plus vite qu'on imaginait. Ouais, pouvoir aller plus vite, plus haut et à une échelle c'est différente. tellement intéressant. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tellement intéressant d'acheter, on est intimement convaincu et on se l'applique. Hein, c'est pas, moi, je ne parle pas de choses faites et puis je fais pas. À partir du moment où tu fais, déjà, tu t'appliques à toi-même tes conseils, c'est déjà, il faut que tu as quand même une légitimité un peu différente. Tu commences à gagner de l'argent. Oui, et puis je pense que tu commences à garder les coudes. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, ils avaient raison, encore une fois, ils avaient raison de nous conseiller ça, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est un outil qui est beaucoup plus performant et qui permet d'avoir plus d'ambition et de faire venir effectivement des investisseurs. Ouais. Très clair. Et question un peu à part, on comprend que tu as toujours beaucoup travaillé et que tu travailles encore beaucoup. Comment tu allies ton activité avec la vie de famille Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as réussi à construire une famille? Et comment tu fais? Oui. Bon, déjà, je suis une femme qui a un côté qui est formidable, mais c'est vrai que globalement, aujourd'hui, tu as tout dit, Benjamin, je n'ai pas le sens. Je pense que vous m'avez toujours vu. J'ai jamais été aussi, tu m'as dit, Épanoui. Épanoui parce que je n'ai pas le sentiment de travail. C'est-à-dire que pour moi, c'est une passion. Pour tout te dire, je vais arrêter les cours à la fac l'année prochaine parce que ça me prend un peu trop de temps. Et je sens que la foncière, je pense que l'année 2024 est tellement une année qu'il ne faut pas louper, que je vais me consacrer, ça me prend un petit peu trop de temps. Donc on s'est mis d'accord avec l'université. Je vais effectivement m'arrêter l'année prochaine. Pour moi, comment faire tout est une question de gestion du temps. Hein. Donc, à partir du moment où tu t'entoures bien, que tu es... j'avais des super associés, vous connaissez, des super salariés, enfin une super équipe. Et moi, j'avais en plus à prendre la présidence, qui me prenait quand même beaucoup de temps. Hein. Président de région, c'est pas rien lorsque tu es notaire. Mais c'est vrai que globalement, ça m'a pas trop impacté. Aujourd'hui, je ne sens pas le temps que je passe comme étant du temps de travail. D'accord. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un seuil aujourd'hui de nombre de biens qu'on détient, grosso modo, qui fait qu'on a une hauteur de vue. On a des gestionnaires partout. Hein. Alice, mon épouse, s'occupe de tout ce qui est la gestion, elle s'occupe des gestionnaires. D'accord. Moi, je ne m'occupe pas du tout de cette partie-là. Je suis uniquement sur la partie sourcing, du financement. Sourcing, alors j'ai pas les mots anglais, mais en gros, voilà, prospection. Ça m'arrive parfois même de vous appeler. Qu'est-ce que tu penses de cette ville? Voilà, bon. Je vous écoute en plus. Ça. Mais c'est vrai que du coup, non, c'est pas la gestion du temps. On est passé dans d'autres choses. C'était un sujet il y a 2 ans. Ça l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait on a cette indépendance financière qui fait qu'on fait ce qu'on aime. Ouais. C'est plus confortable pour toi aujourd'hui. Oh, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Ça n'a plus rien à voir. C'est quand même très passionnant. Quand même. On sent qu'on a quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, les gens te disent ils sont rentiers. Ouais. Ils ont compris. Que vous savez ce que je fais. C'est à des années-lumière d'être rentier, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, on écrit quelque chose de nouveau. Ce qui compte, c'est de faire ce qu'on aime. Et quand tu fais ce que tu aimes, le temps passera de la même manière. Nous, on a ressenti ça en 2016, hein, quand on a créé les Secrets de l'IMO. Effectivement, on est passé de nos activités en tant que salarié et on investissait à côté. Où on s'est dit, du coup, on arrête ça et on lance complètement les Secrets de l'IMO. C'est pourtant une activité qui nous prend quand même beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de boulot. Mais on a depuis ce moment-là plus eu l'impression, effectivement, de travailler. C'est devenu c'est une passion. Et du coup, vivre de sa passion, même si ça te demande beaucoup de temps, d'efforts, en fait, t'as pas cette, c'est pas une contrainte. Ouais, et je dirais qu'il y a une grande particularité dans ce qu'on fait, pour répondre vraiment, l'immobilier permet quand même d'avoir une immédiateté du résultat de ce que tu peux en faire. Lorsque tu lances n'importe quelle activité professionnelle, tu vas être dans une grosse boîte ou une petite boîte, mais le résultat du fruit de tes décisions va être peut-être plus difficile, plus noyé, plus dilué, et puis plus long. L'immobilier, c'est simple. Voilà, je crois, qu'est-ce que je vais prendre comme ville dans laquelle on croit en ce moment. Tiens, je sais pas. Bon, là, j'ai quelques assertions à bien. Donc, on est au pied de la cathédrale, très bien. Tu vas voir la ville, tu visites, tu signes, voilà, tu as tes locataires, mais tu touches, tu donnes ton rythme, ton loyer. C'est très rapide, finalement. C'est-à-dire que la satisfaction se mesure, on va dire, au retour sur investissement, qui est quand même dans l'immobilier, il y a la pierre, c'est du concret. Donc c'est quand même un domaine où je trouve que le rapport de satisfaction connaît une certaine immédiateté. Mais c'est étonnant ce que tu dis, parce que dans l'imaginaire général, l'immobilier, c'est le temps long.
Donc tout est lent, etc. Alors, comme on est du métier, ouais, moi, comme j'ai exercé des professions, je sais le délai qu'il faut pour une promesse de vente, c'est le délai qu'il faut pour une vente, donc ça me paraît pas long, je sais ce qu'ils demandent. Pour moi, les notaires sont tous sauf longs. Mais ça n'est que ma vision, parce que je connais l'envers du décor. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui peut paraître pour quelqu'un qui n'est pas du domaine comme étant anormalement long, pour moi, est totalement normal. Oui, bien sûr. Donc, je n'ai pas ce rapport-là, mais je comprends. Mais tu vois, si tu le compares par exemple à la bourse, tu te dis, bon, bah, je clique, j'ai acheté mon action, elle est à moi, tu vois. Oui, alors que la pierre, oui, la différence, c'est que, moi je trouve, après c'est très bien, il faut tout, hein, mais tu as quand même cette énorme satisfaction de construire quelque chose de palpable. Ouais. Dans un monde, on va dire, virtuel, dans un monde qui a complètement basculé aujourd'hui, le fait de revenir à des fondamentaux tels que la pierre, je trouve qu'il y a une satisfaction personnelle, pour soi, mais également pour ceux qu'on aide. Hein. Ouais. Savoir que tu vas laisser des actions, tout le monde s'en fout. Bien sûr. Les enfants. Ouais. Savoir que tu vas laisser un immeuble de rapport, ça va changer peut-être la vie d'une famille. Ouais. Bien sûr. Et on le sent, nous, de la part de nos clients, c'est qu'une fois qu'on a... nous, en fait, on travaille sur le projet du sourcing jusqu'à la livraison et la mise en location. Donc nous, c'est quelque chose qu'on suit au quotidien, mais nos clients, eux, pour qui on fait tout, voient ça d'un œil un peu plus lointain. Et en fait, le jour où ils perçoivent leur premier loyer, ils nous envoient systématiquement un message. Tu sens tout de suite qu'à ce côté... je suis content, en fait c'est réel, ça devient réel, c'est palpable, c'est là, et du coup ils sont ultra heureux, quoi. Il y a un côté un peu magique, hein. Je suis d'accord avec vous, il y a un côté un peu magique, assez atypique, c'est aussi pour ça que les Français ont toujours eu une très grande propension à investir dans la pierre, malgré toutes les mesures fiscales de défaveur, hein, parce qu'en ce moment on n'arrive tout que ça. Je sais que le dernier congrès des notaires porté par Xavier Lièvre était c'était très bien d'ailleurs, il a tout à fait raison, de créer un nouveau statut des investisseurs, parce qu'il faut quand même qu'ils soient là. Aujourd'hui, il y a quand même un déficit de création de logements, malgré les engagements de l'État qui ont été pris vis-à-vis de tout le monde, et on est très en retard. Jusqu'à présent, le privé faisait face, et de manière assez paradoxale, il faut le reconnaître, on n'est pas tellement mis en avant aujourd'hui par les règles de faveur. Il n'y a pas de règles de faveur fiscale pour nous aider, et il serait grand temps qu'ils avancent là-dessus. Mais oui, il y a un côté très, très affectif, très sentimental, et on construit quelque chose pour sa famille. Quand même reconnaître un truc qui n'est jamais évoqué non plus, je vais évoquer un point qui, moi, m'étonne aussi de jamais dire ça, alors peut-être par méconnaissance. Je participais il n'y a pas longtemps à un colloque international avec des professeurs d'université un petit peu partout au monde. C'était passionnant, et c'est vrai que le sujet, c'était intéressant d'écouter tous ces professeurs, et la manière dans laquelle ils appréhendaient le droit de propriété. Vous savez qu'en France, pourquoi c'est l'immobilier est si cher par rapport au salaire et tout. D'abord, en droit français, le droit de propriété est un droit perpétuel. Parce que si vous le savez, vous allez à Londres, il y a plein de quartiers. Bien sûr, c'est 99 ans. C'est ça, ce qu'on appelle chez nous des baux amphithéotiques. Un bail, c'est pas la propriété. Oui, bien sûr. Le bail, c'est dire locataire. Ouais, c'est ça. Sinon, ce qui explique d'ailleurs que la noblesse anglaise soit toujours aussi riche. Bien sûr. Que la noblesse française. Et donc, en France, on achète de manière perpétuelle. Partout dans le monde, ça n'est pas le cas. Et puis, il y a en France un système notarial, même j'aurais envie de dire un système cadastral assez extraordinaire et très performant, qui est aujourd'hui copié partout dans le monde. La Russie l'a adopté, la Chine a décidé de l'adopter. Enfin, il faut quand même être conscient qu'on a un système de propriété qui est quand même recopié partout dans le monde, les anciens pays de l'ex-Yougoslavie. Enfin, tout le monde reprend notre système, qui veut qu'on arrive sans aucune difficulté à dire moi, telle parcelle, je suis propriétaire de telle maison ou tel immeuble. Il faut comprendre que dans les pays nord-américains, par exemple, ça n'existe pas, il n'y a pas de cadastre. C'est vrai qu'on prend ça pour acquis. Ouais. Vous achetez un bien, il faut souscrire une assurance qui vous garantisse que vous avez acheté le bon bien. Bien sûr. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, Ouais. on a en plus ces énormes atouts dont on ne parle jamais, d'une efficacité extraordinaire. Parce que nous, le cadastre, quelqu'un vous dit j'ai acheté la mauvaise maison, tu sais qu'il raconte une blague. Ouais. Ça n'est jamais, voilà. Mais tu vas aux États-Unis, Ça arrive assez au moins un dossier sur 3. C'est fréquemment. Vous achetez la mauvaise maison. C'est hallucinant. Donc vous souscrivez, mais pareil au Canada. Vous souscrivez une assurance pour vous garantir, ça coûte plus cher que les frais de c'est n'importe quoi. Incroyable. Et donc c'est très étonnant, pareil, que ça ne soit pas évoqué. Donc évidemment, c'est quand même être propriétaire d'un immeuble, ou de rapport, ou de biens immobiliers en France, c'est assez extraordinaire dans le monde. Pour la question du cadastre et pour la question de la perpétuité, un droit perpétuel. Bien sûr. Et Donc on parlait des enfants, des petits-enfants. Vous pouvez changer votre vie, mais changer celle de vos... Et on prend ça pour acquis, on se dit c'est la norme, alors qu'en réalité, c'est pas C'est la une norme. exception française. Vu le regard extérieur, pourquoi tous ces pays étrangers, pourquoi ces parties étrangères investissent en France? Personne ne comprend, mais c'est pour ça. Ouais. C'est pareil, il y a les financements. Là, on entend tout le monde râler, oui, les taux, c'est 4,5, etc. Il faut se rappeler quand même qu'en France, on a des taux fixes pour l'immobilier qui peuvent aller jusqu'à 25 ans. Ça n'existe nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Partout, c'est des taux variables qui peuvent varier assez largement. Ou alors, c'est des taux qui sont assez élevés. En Europe, on est les meilleurs en ce moment.
Et ça fait aussi un paradoxe français qui est très incitatif. À la décharge de tous les gens qui ne sont pas du métier ou qui ne sont pas à l'intérieur de la machine, moi je dirais que le souci, c'est pas tellement qu'eux le pensent, c'est pas pour te contredire, c'est qu'on ne leur dit pas. Moi, depuis tout à l'heure, je parle des pouvoirs publics, je parle des représentants des professions. Il faut avoir un discours qui, à mon avis, soit plus réaliste, c'est sûr, mais qui n'ait pas honte et qui ne se cache pas de tous les points positifs. On ne parle en France, quand même, globalement, contre un sujet que ce qui ne va pas. Oui, on râle. Alors, mais non, c'est bien, c'est très bien, mais ça a ses limites. La preuve, l'immobilier est un secteur où la confiance est centrale. Tous les produits immobiliers, c'est une question en France. Confiance, parce que tu dois être sur 25 ans, tu l'as très bien dit, bientôt peut-être même sur 30 ans, bon, il faut que tu aies confiance quand même. Bien sûr. Ça va pas. Et malgré tous ces éléments qui sont quand même des éléments extraordinairement rassurants, c'est pas moi, je vends rien, je suis pas en train de dire je vais vous vendre quelque chose, mais c'est étonnant de systématiquement avoir des représentants des organisations, on va dire professionnelles de l'immobilier, peut-être qu'on leur donne pas la parole, je ne sais pas, mais moi, lorsque j'entends effectivement le monde autour de l'immobilier, je n'ai que des articles négatifs. Alors qu'en réalité, la propriété française est un luxe copié partout dans le monde. Vous imaginez un petit peu, prenons 2 minutes, la pression exercée par les pays anglo-saxons vis-à-vis de pays comme la Chine ou la Russie pour adopter leur système de common law. C'est quand même, ils ont perdu, c'est nous qui avons été retenus. Donc c'est pas notre puissance économique, c'est parce que objectivement le système est meilleur. Au bout d'un moment, il faut être humble de la vérité. Et je pense qu'il est largement meilleur pour qu'il ait été adopté. Les Chinois et les Russes, c'est pour ça qu'on va plaisir à la France. Non, bien sûr. Ça ont moins d'intérêt. Ils en ont rien à foutre. Bon, donc c'est bien, et c'est normal. Donc c'est bien la preuve qu'on a un système de propriété qui est hors norme. Globalement, les juristes français, historiquement, sont les meilleurs au monde. On n'en parle jamais. Mais tu vas à l'étranger. Ouais, on a toujours une forme de pudeur, voire de honte à être bon. Oui, c'est dommage parce que alors quand tout va bien, lorsque tout va bien, depuis 10 ans, l'immobilier se portait jusqu'à il y a 6 mois excessivement bien, c'est pas très grave. Au pire, vous êtes humble, vous passez pour quelqu'un de sympathique, c'est très grave. Mais lorsque ça va moins bien, il faut quand même pas non plus oublier une base. Il ne faut pas oublier les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui achète un bien immobilier propriétaire de manière perpétuelle, que quelqu'un qui achète un bien immobilier en France, il a ce qu'on appelle le cadastre, et que le cadastre, merci Napoléon, c'est quelque chose qui fonctionne extraordinairement bien et qui est copié partout dans le monde. Il consiste à dire qu'on sait exactement ce que tu as. Tu n'as pas besoin de souscrire une assurance pour être sûr que tu seras que tu achètes bien ta maison. Propriétaire en cas de mouvement. C'est une assurance, on n'est pas sûr que vous êtes propriétaire. Donc voilà. Là, c'est l'État qui s'engage. C'est l'État qui s'engage. Oui, c'est que le cadastre, en fait, c'est un cercle vertueux. Chez le notaire, vous avez d'origine trentenaire systématiquement. D'accord. Depuis toujours. Hein. Donc, commencé en 1804, très bien, bref. Et vous avez effectivement celui qui n'avait pas vu, il a été corrigé. Donc aujourd'hui, vous avez un système qui est extraordinairement performant. Ouais. Et les impôts sont très très bons. Hein. Attention, c'est pareil, hein, comme je dis, les notaires, c'est très bon, mais je dirais tous ces gens de l'immobilier, tous ces gens qui. Les bureaux des hypothèques, voilà, le niveau est très très bon. On n'imagine pas, ça n'existe pas ailleurs. D'ailleurs, je le disais en rigolant, quelqu'un qui vient voir, qui dit « Ah, tu sais, j'ai acheté la mauvaise maison », tu rigoles parce que tu sais qu'il raconte une blague. Bien sûr, bah oui. Oui, mais tu vas à l'étranger, t'as 9 chances sur 10 que ça puisse soit pas une blague. Ouais. C'est incroyable. Tu peux expliquer un peu comment ça fonctionne aux États-Unis? Est-ce que tu sais? Oui, bien sûr. Oui. Donc, si tu veux, aux États-Unis, ils n'ont pas de cadastre. Donc, t'as pas de cadastre. Donc, ils ont un titre de propriété, c'est tout? Oui, avec une assurance. Ils ont l'obligation de souscrire une assurance. Après, tu as différents États. Aux États-Unis, voilà, tu as 50 États. Voilà. Mais le Canada, c'est pareil. Pareil, ils ont des régions. Hein, donc, chacun a plus ou moins sa loi. Hein, c'est plutôt ça. Ouais, oui, on voit comme une entité. En fait, il y a beaucoup de disparités, même fiscales, je ne sais pas si tu sais. Donc, sur le plan du Canada, c'est franco-français. Alors, il y a après d'autres pays latins. Mais grosso modo, le monde est divisé en 2 grands blocs. Tu as le monde de la common law, qui est un droit anglo-saxon, américain, anglais, et qui est un droit prétoire, c'est-à-dire que tel tribunal avait dit ça en 1822, dans un cas assez proche. On voit dans les films américains. Donc, tu fais, par analogie, moi aussi, c'est le droit des prétoires, c'est la common law. Et ensuite, tu as les pays latins, que sont l'Allemagne aussi, la France. Ce sont des pays de droit écrit. C'est-à-dire qu'on a des codes. Nous, on dit, en vertu de tel article, c'est vachement plus rassurant. Si tu as un mec, je sais pas, moi... à Carcassonne, qui a dit il y a 3 siècles que tu pouvais pas, je sais pas, déshéréter. Tu comprends? C'est quand même beaucoup plus aléatoire. Ouais. Et ça dépend beaucoup de la qualité de ton avocat. Ouais. Donc, en gros, de ton portefeuille. En France, s'il y a un article qui dit que tu as droit à ça, tu as droit à ça. Ouais. Donc, ces 2 systèmes, le monde est divisé en 2. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le système notarial et de propriété française est copié partout dans le monde.
Je t'ai évoqué la Russie, la Chine, les ex-pays yougoslaves. Enfin, en fait, dès qu'un nouveau pays veut adopter une vision, on va dire, un petit peu plus réformiste et contemporaine, il vient chez nous. Ok. Et donc ça joue sur... C'est pourquoi je parle de ça, c'est parce que ça joue sur l'attractivité de la pierre en France. Mais Malgré des mesures de faveur qui sont toutes sortes de faveurs. Est-ce que tu n'as pas l'impression que là, on essaye de revenir un peu en arrière parce que le pouvoir d'achat diminue un peu pour notamment les primo-investisseurs avec l'avènement du BRS qui est du coup la dissociation, tu sais, du foncier et des murs qui te permet, toi, en tant que nouveau propriétaire, d'acheter que les murs et du coup de... Alors, je t'interromps 2 secondes. Depuis toujours, parce que là, ça arrive maintenant, Ouais. moi qui suis ça depuis, je suis arrivé dans le notariat en 2004, avec Peter Léo, le paix son âme, et depuis, c'était avant moi, hein, ça avait plus de 20 ans, sur 20 ans, on a tout le temps essayé, il y avait ce qu'on appelait le pass foncier, vous n'avez pas connu, c'est pareil, les gens achetaient la maison, ils avaient une option pour acheter le terrain après, ça ressemble beaucoup. Là, on parle beaucoup de nue propriété, ils sont comme des dingues acheter la nue propriété. Ouais. Ce qu'on appelle le DFG, qui existe tout le monde. Et donc, si tu veux, je critique pas, mais effectivement, il y a quand même globalement une volonté des pouvoirs publics d'essayer, pour des raisons sans doute électoralistes, je ne vais pas juger, c'est comme ça, de permettre l'accès à la propriété au plus grand nombre. Donc, on essaie de trouver des parades. Ça ne fonctionne jamais. Moi, je te le dis tout de suite. Parce qu'on a une telle culture de la propriété pleine et entière que nous, acheter la cave sans les toilettes, on n'achète rien, si tu veux. On préfère être un bon locataire qu'être un mauvais propriétaire. Alors, peut-être que ça changera, mais pour moi, c'est essayer d'immiscer un raisonnement anglo-saxon qu'on n'a pas chez nous. C'est culturel, en fait. Donc ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Alors, mais je peux te donner plein d'exemples. Le pass foncier, il y a eu plein. Oui, c'est pas une nouveauté de la... Il y a plein d'idées très bonnes, d'ailleurs. Ouais. Mais celui qui est juste de place, c'est le client. Bien sûr. Et aujourd'hui, le Français, pour lui, il préfère être propriétaire d'une plus petite maison ou d'un plus petit appartement qu'un plus gros qui n'est pas à lui. Ou qui est moyennement à lui, ou qui est à moitié à lui, ou dont il a que la propriété, ou que lui... Alors, c'est très bien, ça peut correspondre à des situations factuelles, temporelles de certaines personnes. Globalement, ça reste quand même extrêmement à la marge. Minoritaire. Oui. Alors, minoritaire n'est même pas le mot. Quand je dis à la marge, minoritaire est extrêmement valorisant. En fait, il n'y a pas... En France, on sait ce que c'est que la propriété depuis tout petit. Tu demandes à un gamin de 10 ans ce que c'est qu'un VG, t'expliques ce que c'est qu'un VG. On a cette culture quand même, tu vois, intellectuelle de la pierre. Et donc, acheter une partie d'un bien, c'est pas... ce sont des artifices qui visent effectivement qui pensent correspondre à une demande. Force est de constater que cette demande n'est pas forcément présente. Tu parles de viager, je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, c'est un marché qui a connu quand même une certaine croissance il y a quelques années, mais aujourd'hui, ça reste quand même un nombre de ventes qui est assez restreint. Toi, tu en as eu beaucoup Non, c'est marrant que tu poses la question, parce que j'étais beaucoup renseigné, j'avais fait un petit peu de recherche à l'époque, passant aux études de notaire, j'avais travaillé sur le viager, donc c'est les groupes qui me posent ça. Ok. En fait, le viager est un contrat extrêmement bien compris. Mais c'est un contrat de vente à terme. C'est un contrat aléatoire, c'est-à-dire que c'est un contrat pour lequel tu ne sais pas quel est le prix de vente par avance. Pourquoi ? Parce que le prix de vente est calculé à la lumière de la durée de vie de celui qui te vend. En général, c'est ça. Tu peux mettre sur une autre tête. Et donc, tu as beaucoup de gens qui sont d'accord pour vendre, parce qu'ils se disent, au pire, je perds, je ne serai pas là pour le voir, je suis mort, j'ai pas d'héritier, ou je vais faire chier mes héritiers. C'est souvent ça, c'est les personnes qui n'ont pas d'héritier et qui veulent jouir de leur... Il faut les deux parties. Donc, qui est les vendeurs, tu n'auras aucun souci, si tu veux, en tant que notaire, d'avoir des gens qui viennent voir en disant, voilà, je perds un VG. Rappelons, tu auras 10 par. Quand on dit plein, ça reste à la même. 10 sur combien ? Rien du tout. Un notaire va faire quelques VG dans sa carrière quand il fera une vente par jour. Vous voyez, donc c'est vraiment très connu et très peu d'impact. Alors, il y a aujourd'hui la durée de vie. Il y a effectivement l'affaire Calment. Qui a enterré... Il est vendu à son propre notaire. Il n'a pas les mêmes réserves que moi. Et si tu veux, voilà, donc ça n'a pas fait de la pub. Elle a survécu... À 3 générations. Ils ont payé 20 fois. Mais non, le viager est un contrat aléatoire, mais globalement, pour répondre à ta question de manière plus profonde, le français a une appointance au jeu, mais pas au gros montant. C'est-à-dire qu'il aime jouer les jeux à gratter, la française, il adore. Mais lorsqu'il s'agit de mettre 200 000 euros ou de mettre 300 sur des montants d'un bien immobilier, il n'y a plus personne. Donc l'acquéreur vient, il ne signe pas. Parce que c'est normal, il comprend, tu expliques le contrat, et le mec te dit, l'acquéreur te dit, tu te dis, mais attends, en gros, j'achète combien ? Je ne sais pas. Et est-ce que je peux acheter 2 fois le prix ? Ah oui, c'est possible. Alors, et donc, il n'a plus. Alors, il y a des professionnels, c'est-à-dire que les acquéreurs dans le viager, aujourd'hui, ce ne sont plus vraiment des particuliers, sauf à la marge, je généralise.
Mais globalement, ça n'intéresse pas les acquéreurs. Mais du coup, pour éviter ce côté hasardeux, tu as la vente à terme qui, elle, la fin enfin, le terme n'est pas quelque chose d'hasardeux, c'est-à-dire que ce n'est pas lié à un événement qui est le décès du vendeur, mais c'est un terme fixe qui est prédéfini, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Ça permet aujourd'hui effectivement de faire, en gros c'est en quelque sorte un crédit vendeur, hein, c'est-à-dire que c'est le vendeur qui te fait une facilité de paiement, mais même ça ne prend pas tellement, quoi. Non, parce que de toute façon, les règles, lorsque tu creuses vraiment la vente à terme, il y a quand même tout un sujet, si jamais l'acquéreur n'est plus à payer les rentes, la société du vendeur. Globalement, techniquement, Il est protégé le vendeur quand même. t'en fais pas. Hmm. T'en fais pas. Donc, je te dis, ça rejoint exactement ta question relative tout à l'heure aux propriétés de nue propriété, aux propriétés de la pierre, mais pas du foncier. pas du sol. Bon, tout ça, ça reste des gadgets. Globalement, en France, les gens sont quand même des gens extrêmes. Enfin, moi, le français est quand même pas bête. Et si tu veux, lui, il se dit, je préfère acheter plus petit, mais acheter quelque chose qui donne les moyens. Parce que globalement, celui qui a besoin d'artifice pour pouvoir acheter, c'est qu'il peut pas acheter. Oui. Donc, globalement, on peut dire ce qu'on veut, mais si tu achètes que les murs et pas le terrain, c'est parce que tu n'as pas les moyens d'acheter le tout. Bon, globalement, ce que tu vois dans ton bureau, c'est que les gens sont assez raisonnables et rationnels et se disent, je vais acheter peut-être plutôt qu'une maison, un grand appartement, plutôt qu'un grand appartement, un appartement moyen, plutôt qu'un petit, mais quelque chose qui soit dans mes moyens. Globalement, que fait le Français d'ailleurs? Il va voir sa banque. Historiquement, hein. Donc ça évite tous ces soucis. Il va voir sa banque, il dit voilà, j'ai signé un CDI, voilà, quel est mon budget? Le Français, il va pas regarder des trucs comme ça, il regarde sur Internet où il se renseigne autour de lui, il regarde les agences, et il regarde ce qu'il y a dans son budget. Donc il n'a pas besoin de tous ces artifices. Ça, je dirais que c'est beaucoup plus du point de vue des professionnels qu'à vendre des trucs, c'est très bien, mais c'est pas la demande. Il n'y a aucune... Aujourd'hui, après, ça peut évoluer, attends, les mentalités changent. Mais en 2024, maintenant, tu n'as aucune propriété, j'ai envie de dire, un peu baroque, qui a fonctionné. Est-ce que tu as suivi un peu l'effet de mode de l'immobilier fractionné? Est-ce que tu as entendu un peu ça? Tu sais, Time sharing? Non, c'est pas le time sharing. En gros, c'est une société qui va acheter un bien. Et en fait, toi, en tant que propriétaire, tu n'as pas les moyens d'acheter le bien en entier, mais tu vas acheter des parts. Donc, tu achètes pour 10 € de l'appartement. Voilà, c'est ça. Non, mais de toute façon, tu as déjà ce qu'on appelle la pierre papier, qui existe pour les gens qui veulent ça. Ils achètent des parts de SCPI, et puis voilà, ils sont passés à des gros. Mais sauf que dans la pierre papier, en fait, tu sais ce que tu sais pas trop, c'est pas très transparent ce qu'il y a dedans, mais tu peux savoir. Mais tu as X biens, des centaines de biens, voire des milliers de biens. Là, on va te dire, non, tu sais, ce bien-là, et on t'explique ce que c'est que ce. Oui, ça reste. J'en ai entendu parler. Tous ceux qui ont voulu se sont désistés. Encore une fois, je te l'expliquais pour cette raison, je pense, purement psychologique. Hein. Peut-être sont-ils trop en avance, ceux qui proposent ce type de produit, ou peut-être sont-ils à côté. Je ne sais en fait, ils financiarisent l'investissement IMO, alors que c'est quelque chose, comme tu disais tout à l'heure, qui est de l'ordre de l'affectif. Oui, mais surtout, je pense que si tu veux, il y a déjà des choses. Après, peut-être que ça fonctionnera. Mais aujourd'hui, pour avoir des questions, je n'en ai jamais signé, j'en ai jamais fait. On en a parlé, les gens se sont rétractés, un peu comme le viager, un peu comme la propriété. Globalement, j'insiste, le rapport du français actuellement, ça peut changer, est quand même très attaché aux propriétés pleines et entières, une propriété que j'aurais qualifiée de perpétuelle. Oui, mais effectivement, l'idéal dans l'immobilier, c'est d'être propriétaire à 100%. Il n'y a pas de débat. Encore une fois, celui qui fait le marché, c'est l'acquéreur. C'est-à-dire que c'est bien de proposer des produits comme ça, encore faut-il qu'ils les attirent dans le vin, quoi. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que c'est un produit dont on parle beaucoup, mais peut-être qu'ils sont en avance, peut-être que ça va monter. Ça, tu me demandes, à l'heure actuelle, ça reste quand même très marginal, tout ça. Ouais, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a une décorrélation entre la valeur du bien immobilier et sa valeur locative. Et c'est sur ça qu'on... Absolument. Et l'idéal, nous en tout cas, c'est comme ça qu'on se positionne, c'est de se positionner effectivement sur des biens où on a un rendement qui est conséquent, mais également avec un potentiel de plus-value à terme qui est également intéressant. Et du coup, c'est en cumulant ces deux leviers-là. Le billet d'entrée n'est pas... Non, c'est pas le même, effectivement. Donc, il est évident que, du coup, la stratégie, tout sauf la bonne, mais elle n'est pas la même. Oui, absolument. J'ai un bon axe, parce qu'on parlait de décorrélation. Donc, effectivement, on l'a dit, les loyers et les prix d'acquisition sont décorrélés. Donc, en ce moment, dans une période baissière, qu'est-ce que ça donne pour l'investissement? Ça n'a jamais été aussi favorable. C'est-à-dire que les rentabilités que j'ai aujourd'hui, je ne les avais pas il y a encore un an ou deux. C'est alors pour ça que je pense que l'année 2024, de mon point de vue, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, ce qui m'étonne d'ailleurs beaucoup, je pense que ça va être une année, je ne suis pas seul à le penser, pas sur toi, je pense que ça va être une année extraordinairement favorable. Je pense que c'est l'année où il faut acheter. Parce que comme tu viens de l'expliquer,
ton prix d'achat sera plus bas, et donc à ce titre, ta rentabilité sera meilleure. Ouais. Parce qu'effectivement, dans les cas défavorables, le loyer est constant, mais dans les cas plus favorables, il est croissant. Donc à loyer croissant et à prix décroissant... Et avec une tension locative qui augmente, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, du coup, ne peuvent pas acheter leur résidence principale, du coup, restent locataires, ce qui augmente le nombre de On pourrait locataires. lister très longtemps tous les éléments. Ce que vous dites est parfaitement pertinent. On pourrait lister encore très longtemps toutes les conditions favorables. Après, je suis surpris qu'effectivement, certaines personnes sur des problèmes d'immobilier aient un discours beaucoup plus... mais souvent, on confond le neuf, l'ancien. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui confondent beaucoup de choses. Je crois effectivement, pour conclure, que l'année 2024, pour moi, sera sans doute la meilleure année d'investissement que j'ai pu connaître. De loin. Excellent. Favorable. Ouais. Est-ce que tu peux donner un conseil à la jeunesse éventuellement qui peut nous écouter? Ne surtout pas, moi, il y a un conseil évident, ne surtout pas écouter les gens qui n'ont pas fait. L'immobilier, j'ai eu énormément de gens bienveillants qui m'ont donné des conseils. J'ai la faiblesse de penser que vous êtes peut-être les seuls avec lesquels j'ai vraiment échangé là-dessus parce que vous aviez une légitimité par rapport à ce que je voyais que vous faisiez. Mais c'est un secteur où énormément de gens parlent et peu font. Quand je dis énormément, sur 100 personnes, il y en a un qui fait. Donc je dirais que lorsque vous avez quelqu'un face à vous qui vous dit ci ou ça, première question, combien tu as de biens locatifs? Si la personne vous répond qu'elle n'en a pas ou très peu, vous n'écoutez pas. Si la personne qui vous répond en a beaucoup, vous commencez à tendre l'oreille, quitte à effectivement avoir un regard critique sur ce qui vous sera dit. Mais déjà, il sera légitime parce qu'il fera. C'est un secteur où les gens parlent mais font pas. Et ceux qui font, finalement, n'ont pas toujours le temps de donner du temps aux autres. Bien sûr. Tout le monde a un avis sur l'immobilier, même ceux qui effectivement n'en font pas. J'ai eu beaucoup de... J'ai beaucoup dans mon parcours d'investisseur de critères. Alors, les gens brillants vous disent que ce que vous faites est brillant, et tous les autres se moquent de vous. Mais c'est pas grave. Mais j'ai eu beaucoup de mépris. Moi, j'ai connu beaucoup de... Ah, mais ça, voilà. Bon, aujourd'hui, je crois qu'ils parlent plus. Mais il ne faut surtout pas se fier à ce que tout le monde vous dit, parce que tout ce qui vous sera dit par des gens qui ne connaissent pas, mais qui pensent savoir. Il n'y a rien de pire que celui qui ne sait pas, mais qui pense savoir. Bien sûr, parce qu'ils vont répéter en plus que ce qu'ils ont pu entendre, Oui. et généralement des mauvaises expériences. Oui, c'est ça. Si vous avez toujours... Vraiment, le critère, je ne veux pas en détail, mais écoutez uniquement les gens qui ont déjà, et si possible, ceux qui ont beaucoup. Voilà. Après, ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont et qui ont fait vraiment des choses qui, moi, me paraissent pas pertinentes. Bien sûr. Mais c'est pas grave. Déjà, ils ont fait, et donc en ayant fait, ils ont une légitimité, une expérience, des choses à partager que tous ceux qui n'ont pas fait n'ont pas. Bien sûr. Faut pas entendre trop et écouter les bruits de couloir. Il faut surtout pas. Écoutez, je crois que dans la vie, là, le conseil que je donne à tous mes étudiants et à mes enfants, je dirais que déjà n'écoutez personne. Juste ta propre conviction. Oui, après, je ne dis pas que c'est bien. Je ne le regrette absolument pas. Aujourd'hui, à 45 ans, je ne le regrette pas. Mais je dirais que la vie, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. C'est-à-dire que les gens regardent à la lumière de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils perçoivent. C'est tout à fait respectable, et c'est pas forcément ta vision à toi, c'est pas forcément ton expérience à toi. Donc, à la lumière de ce qu'avait dit Platon, et je pense que c'était déjà, c'est vraiment d'actualité, observez, interrogez autour de vous si vous voulez, mais faites. Il faut faire, il faut se lancer. Pire vous tromper, c'est pas grave. Exactement. Vous disiez petit, mais faites-le. Ben, je pense que c'est une excellente conclusion pour ce moment. Merci encore Arnaud Merci pour beaucoup. pour ton temps et tes précieux conseils. Ouais. Merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.